Bonjour l'œil de la e-santé, je suis Myriam Sefta, CEO de Wave. Alors bonjour l'œil de la e-santé, Lionel Guillou, Chief Science et Technical Officer chez Wave. Donc Wave, on existe vraiment pour catalyser ce qu'on appelle l'oncologie de précision, c'est-à-dire toutes les stratégies en oncologie qui consistent à adapter la prise en charge et les choix thérapeutiques pour les patients en fonction des caractéristiques propres de leur maladie et de leur tumeur. Et on fait ça grâce à l'intelligence artificielle qui nous permet de mieux analyser les données disponibles pour ces patients et donc de mieux prédire quelle serait la prise en charge qui leur est le plus adaptée. On est un papillon qui vient de sortir de son cocon. Donc on était dans le cocon Owkin depuis 2022. Donc on a été créé comme une business unit un petit peu à part au sein de Owkin, vraiment dédié à cette activité. Et on s'est progressivement développé en termes de produits, de chiffre d'affaires, de structuration d'équipe, au point où on s'est dit, voilà, il faut vraiment accélérer. On commence à avoir beaucoup de traction sur ce qu'on développe. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment de scinder les deux parties de l'entreprise pour pouvoir accélérer notamment la commercialisation des produits qu'on était en train de développer. Et donc ça, on l'a officialisé en début mars de cette année. 33 millions, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, dans le sens où on est dans un domaine qui est très complexe en termes scientifiques et en termes cliniques. Ce qui fait que chaque produit d'intelligence artificielle qu'on développe et qu'on pousse au marché demande vraiment des années de R&D, de tests, de déploiement en version bêta et ensuite en conditions réelles avant d'être capable de passer à l'échelle. Malheureusement ou heureusement, l'IA en santé, on ne peut pas déployer quelque chose à grande échelle sans l'avoir vraiment testé et validé et avoir vraiment fourni à toutes les parties prenantes du système de santé, donc aux médecins, aux régulateurs, aux payeurs, donc en France par exemple la sécurité sociale, la preuve vraiment formelle de l'efficacité, la sécurité, la safety et de l'impact de ces outils. Et ça en fait, malgré le fait que c'est de l'IA, ça prend des années à faire. Donc par exemple, développer des études avec des centres, on travaille notamment avec l'Institut Gustave Roussy, pour déployer la solution, la tester dans la vraie vie, d'abord dans un environnement recherche très contrôlé, avec vraiment ceinture bretelle sur le test de cette intelligence artificielle, avant de passer à un déploiement. Donc en fait, ce temps long-là, ça demande des financements, parce qu'en fait, c'est un retour du coup sur investissement qui peut se faire vraiment des années plus tard. Après, nous, on est intimement persuadés que le jeu en vaut la chandelle parce que c'est vraiment des solutions qui, en termes d'impact sur la prise en charge des patients et de services médicaux rendus, peuvent être très très forts. Mais plus fort l'impact, plus haut le niveau de preuve requis attendu. J'ai un peu le même réflexe que Myriam qui est, je sais que de l'extérieur 33 millions de dollars ça a l'air beaucoup, mais en vrai quand on regarde tout le travail qu'on a à faire, c'est pas tant que ça. Parce qu'on a quand même déjà on est sur le temps long comme le dit Myriam, on a aussi des coûts assez importants en termes de data, en termes de compute, qui font en fait que même avec 33 millions de dollars, il faut être extrêmement lean. La route est longue parce que comme le rappelle Myriam, il faut non seulement entraîner les modèles, ensuite il faut tester les modèles sur beaucoup de cohortes, il faut apporter des preuves formelles, il faut aller commercialiser et tout ça, pourtant on essaie d'être extrêmement rapide, ça prend plusieurs années. Donc, in fine, c'est pas tant que ça. Il faudra peut-être aller chercher plus tard. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais en tout cas, on essaie de faire le maximum avec ce qu'on a déjà. Le cœur d'expertise chez nous, c'est de l'IA en computer vision. Donc c'est comment analyser le plus finement possible des images d'histologie, c'est-à-dire des coupes de tissus scannées à ultra haute résolution. Donc c'est vraiment le cœur de notre expertise technique.
Nous, on a commencé avec vraiment ce postulat que tout ce qui était donné de pathologie numérique en oncologie était sous-exploité largement parce que jusqu'à il y a quelques années, ils n'étaient pas digitalisés. Et donc on a, depuis 2022, développé des preuves de concept scientifiques et cliniques pour montrer que l'intelligence artificielle pouvait vraiment aider à catalyser l'oncologie de précision et à améliorer la prise en charge des patients. Et en fait, on était en 2024-25 en train d'arriver à vraiment des preuves cliniques et scientifiques fortes, assez pour se dire, en fait, on a envie d'accélérer, on a envie d'avoir des investisseurs qui nous sont propres, qui nous suivent dans l'aventure de ce business en particulier, potentiellement aussi ouvrir des perspectives de, par exemple, collaboration stratégique avec d'autres entreprises, de potentiellement fusion ou acquisition avec d'autres entreprises qui auraient été plus difficiles à mettre en place au sein d'Oki. On a des études depuis une vingtaine d'années qui ont montré qu'au sein d'un cancer, donc par exemple si on parle du cancer du sein ou du cancer colorectal, en fait on a une myriade de maladies différentes. C'est-à-dire que les patients vont avoir des tumeurs qui vont avoir des caractéristiques différentes, des évolutions différentes, un niveau d'agressivité différent. Et on a réalisé que adapter la prise en charge aux caractéristiques propres, aujourd'hui on n'est pas au stade complètement individuel, mais au moins du sous-groupe de patients, permet d'avoir des meilleurs pronostics pour les patients. Donc c'est une stratégie très puissante que d'adapter la prise en charge aux caractéristiques clés propres des différents sous-groupes de patients. Ça a été montré à un niveau clinique et ça a aussi été montré à un niveau des molécules, c'est-à-dire qu'on va avoir des molécules qui vont être très puissantes chez certains sous-groupes de cancer et pas du tout efficaces dans d'autres sous-groupes. Donc la question aujourd'hui n'est pas tant de forcément que trouver des nouvelles molécules, mais surtout sur celles qui existent ou celles qui sont en train d'être développées, comment identifier au mieux le groupe de patients qui répond à ce traitement et isoler ceux-là et ne pas, au contraire, donner la mauvaise thérapie à d'autres patients, en gros. Donc disons que ça part d'un constat scientifique qu'il y a en fait une grande diversité au sein des différents cancers et que l'expérience a montré que adapter la prise en charge et orienter les molécules et les thérapies vers les patients qui sont les plus susceptibles d'y répondre, en fait, c'est quelque chose de très puissant et qui permet vraiment d'avoir des avancées dans la prise en charge de ces patients. La preuve essentielle que ces algorithmes fonctionnent, fondamentalement, elle est assez similaire aux technologies traditionnelles, en ce sens que ce qui compte, c'est la validation clinique. C'est-à-dire, on prend des essais cliniques et on montre que la prédiction qu'on fait identifie le bon sous-groupe de patients. Et j'ai envie de dire presque peu importe quelle est la technologie qu'on utilise pour arriver à la prédiction, IA ou pas IA, ce qui compte, c'est que la prédiction, in fine, soit juste. Je pense qu'une force vraiment qu'on a en France, c'est qu'on sait faire des maths. Et on sait faire des maths, on va dire, c'est une fierté intellectuelle il y a 10-15 ans. Mais aujourd'hui, ça devient vraiment une force économique. Je pense qu'il nous manquait un petit peu, je pense Myriam et moi, on a tous les deux Félix il y a 20 ans. À l'époque, il y avait le savoir mathématique, mais peu d'entrepreneuriat. On est tous les deux partis aux US, Myriam sur la côte Est et moi sur la côte Ouest. Et on est tous les deux revenus. On est tous les deux revenus parce que effectivement il se passe quelque chose, parce que les gens ont envie de créer des boîtes, envie d'investir aujourd'hui. Et j'ai envie de dire peut-être que notre heure est venue, parce que l'IA pour moi on n'aurait pas pu rêver mieux, on va dire, en termes de fit avec les forces qu'on a en France. Je pense que la France, avec justement un système médical centralisé, des CHU, des centres de lutte contre le cancer de haut vol, des données qui ont été collectées sur des patients depuis des années avec des grandes cohortes, des belles études, a des atouts très très forts
plus le côté vraiment historiquement et culturellement très bon en maths, très bon en intelligence artificielle, a, je pense, tous les éléments pour être scientifiquement à la pointe, et je pense qu'on l'est. Moi, je dirais que le défi maintenant, et ça va être vraiment le défi de ces prochaines années de croissance de l'entreprise, c'est le défi de la commercialisation, c'est-à-dire de trouver un modèle économique qui passe à l'échelle et qui permet de, disons, passer la vitesse supérieure et de vraiment créer des acteurs industriels puissants autour de cette technologie en étant un acteur européen sur un marché français qui n'est pas le marché le plus large du monde, qui est les États-Unis. Et quand on regarde par exemple la première génération de tests d'oncologie de précision, la majorité ont été développés et commercialisés par des acteurs américains. Sur des technologies qui parfois, souvent d'un point de vue recherche, avaient été développées en France et en Europe. Donc il y a vraiment cet enjeu de ok, la science on l'a, l'IA on l'a, la médecine, les données on l'a, maintenant il faut vraiment passer à l'échelle industrielle et prouver aussi qu'on est capable de créer des startups qui arrivent à scaler la commercialisation de ces outils dans la vraie vie.